Bon, d'abord, j'avais longuement eu à plusieurs reprises Christophe Rivinc lorsque ces menaces sont apparues sur lui et sur sa famille, non seulement pour lui assurer mon soutien, mais surtout pour lui dire que le parquet national anticriminalité organisée, le nouveau parquet antimafia que nous avons créé voilà quelques mois, s'est saisi de son affaire et donnant des moyens ainsi très importants pour retrouver les auteurs de ces menaces contre lui et contre sa famille. C'est vraiment extrêmement important parce que c'est la première fois donc qu'une enquête nationale, un peu comme une enquête antiterroriste, s'ouvre et prenne au sérieux des menaces contre quelqu'un dépositaire d'autorité publique, aujourd'hui un élu, demain peut-être un policier ou un magistrat ou un douanier qui serait menacé. Deuxièmement, vous évoquez les menaces de la mafia, on n'en est pas certain du tout. Je vous encourage à peut-être être moins affirmative. Il y a des trafiquants qui menacent monsieur le maire d'Alès. C'est absolument inacceptable parce qu'il fait un travail très important dans sa ville, beaucoup de caméras de vidéosurveillance. On a renforcé les effectifs de police ici depuis 3 ans. À Alès, il y a un tribunal qui fonctionne très bien. En ce moment même, d'ailleurs, il y a un procès à Alès contre le narcotrafic au tribunal d'Alès avec plusieurs centaines, dizaines de kilos saisis de drogue voilà quelques mois. Et c'est ces menaces, parce que qu'est-ce qu'on a dit au maire d'Alès? On a dit qu'il fallait qu'il arrête avec les policiers nationaux, avec les magistrats, d'intervenir dans le quartier. Donc ça montre l'efficacité aussi des services de police et des magistrats. Et c'est ces menaces et ces auteurs de menaces, quelle que soit l'organisation, qu'il faut absolument combattre. Donc ma venue, c'est une venue évidemment de soutien au plein cœur de l'été pour le maire d'Alès courageux, mais c'est aussi la mobilisation, en faisant le point sur l'enquête, des services de justice et de police qui vont, j'en suis sûr, dans les prochains jours et prochaines semaines, retrouver ces auteurs, les présenter devant les magistrats et les condamner. Maire soit menacé à ce point-là, soit ensuite exfiltré pour échapper à ces menaces. Qu'est-ce que cela dit de notre société, de notre lutte contre le trafic de drogue, monsieur le ministre ? C'est malheureusement pas nouveau. Moi, j'ai été maire également. Je suis élu local à Tourcoing. J'ai été maire en 2014 et je me rappelle que moi-même, en fin 2014, après des opérations de police que j'avais demandé au ministre de l'Intérieur de l'époque, nous avons été, le directeur de la police municipale, le commissaire de police et moi-même menacés. Là, ce qui est évidemment, je crois, un changement, c'est que le pouvoir, l'État, je salue le ministre de l'Intérieur évidemment dans son action, qui soutient beaucoup le maire d'Alès également, met des moyens considérables pour retrouver ses auteurs. Aujourd'hui, les policiers de la police judiciaire ont beaucoup travaillé sous l'autorité des magistrats. On y met des moyens très importants pour retrouver des auteurs de menaces contre les élus. Ce n'était pas tout à fait le cas il y a encore une dizaine d'années, lorsque moi j'étais élu local. Le deuxième point, c'est aussi parler de ce coin particulier du sud de la France. On voit qu'il y a peut-être une contamination, et c'est même quasiment certain, des narcotrafiquants marseillais qui touchent les Alpes-Maritimes, qui touchent le Vaucluse, qui touchent le Gard. Et il faut donc absolument réagir extrêmement fortement. Et il y a une sorte de guerre de territoire et de combat. Et moi, je constate dans beaucoup d'affaires judiciaires que j'ai eu à connaître, comme ministre de l'Intérieur et maintenant comme ministre de la Justice, c'est que beaucoup de ces narcotrafiquants sont en prison actuellement ou sont à l'étranger. Ils ne sont rarement dans les rues de Saint-Tropez ou de Paris à se balader. Ils sont poursuivis par les services de police et de gendarmerie et de magistrats. Simplement, de l'étranger ou de leur prison, ils commandent leur trafic, ils font des menaces, ils font des guerres de territoire, et alors qu'ils sont plus en capacité de gérer leur point de deal, ils font assassiner ou ils se combattent avec d'autres groupes pour pouvoir le garder alors qu'ils sont normalement sous les mains de la justice. Et c'est pour ça que j'ai créé des prisons de haute sécurité. Vous avez vu qu'on a fait une 3e prison hier où on retrouve aucun téléphone portable, où on retrouve aucun drone qui vient donner des informations. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec les Émirats Arabes Unis. J'en suis à plus de 20 extraditions depuis plus d'1 an, alors que c'était quasiment zéro depuis plusieurs années. Nous avons vu une très bonne coopération avec le Maroc et vous l'avez vu maintenant avec l'Algérie pour arrêter des narcotrafiquants. Donc je veux aussi dire aux Français qu'il ne suffit pas simplement de dire qu'on est contre le narcotrafic. Il faut faire des prisons de haute sécurité pour les empêcher de communiquer. Et il faut travailler avec les pays du Maghreb, avec les pays asiatiques, avec les pays du Moyen-Orient pour les empêcher de blanchir leur argent et surtout pour les empêcher de pouvoir continuer leur trafic ailleurs que sur le territoire national où ils sont pourchassés par la police. De ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Vous étiez hier à Réau et donc il y a ce bilan des premiers établissements. Donc aucun téléphone découvert, vous le mentionniez, aucun survol de drone, aucun incident majeur, aucune agression sur personnel. Est-ce que ça montre, pour vous, que quand enfin on met un peu des moyens dans nos prisons, ça fonctionne? On a l'impression que vous avez inventé la vraie prison et le vrai isolement finalement.
Il y a des moyens supplémentaires, évidemment, mais il y a surtout, je crois, une volonté politique. C'est la loi narcotrafic sur le modèle italien de la loi antimafia que j'ai portée qui m'a permis de faire ces prisons de haute sécurité, tout en respectant l'état de droit. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État l'a validé. Simplement, il y avait une volonté de changer la prison, qui est un lieu où on doit respecter, bien sûr, les détenus, mais où ils ne doivent pas continuer à faire leur trafic. Sinon, évidemment, ça n'a plus aucun sens, le travail des policiers, des gendarmes et des magistrats. Et on m'a dit souvent que c'était impossible. On m'a dit souvent qu'on ne pouvait pas construire des prisons en quelques mois. Et nous avons réaménagé, construit 3 prisons de haute sécurité en 1 an. Et il y en aura 2 autres à Valence et à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, l'année prochaine. Donc oui, c'est une efficacité, grâce aux moyens et grâce au courage admirable des agents pénitentiaires qui font un travail très difficile, mais c'est aussi une volonté de pouvoir se dire que non, il y a des personnes les plus dangereuses ne peuvent pas avoir un téléphone portable et organiser leur évasion à coups de Kalachnikov sur un péage de l'heure en pleine journée, comme le drame d'Incarville nous l'a montré il y a 2 ans. Et il fallait arrêter une forme de naïveté. Et vous savez, les Italiens qui ont connu plus de 40 morts, 40 morts dans les années 80-90, avec le travail très, très admirable qu'a fait le juge Falcone, chacun s'en souvient, ils avaient en Europe, dans un pays démocratique, inventé une prison anti-mafia, et nous avons fait la même chose, nous avons copié les Italiens. Vous parliez justement de cette naïveté que vous n'avez pas, mais certaines décisions, notamment parfois de la justice, peuvent poser question. Le week-end dernier, c'est un détenu d'un quartier de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Il est sous le coup d'une OQTF, il est lié au narcotrafic et il a pu aller rendre visite à sa sœur pendant 48 heures. C'est-à-dire qu'on a des établissements où ils sont véritablement isolés, des établissements parfaitement hermétiques avec l'extérieur. Est-ce que c'est utile si pendant 48 heures, un détenu peut échanger avec qui il souhaite à chaque fois qu'il a une permission ? Alors la réponse est non, vous avez parfaitement raison. D'abord, je voudrais dire que la France, l'État français, le gouvernement a gagné tous ses recours, puisque les détenus ont évidemment fait des recours, c'est leur droit, a gagné tous les recours depuis plus d'1 an. Plus d'une centaine de décisions ont été rendues, toutes positives pour le gouvernement et les prisons de haute sécurité. Donc d'abord, je voudrais souligner ce point. Là, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un détenu que nous considérons particulièrement dangereux, qui est en fin de peine. Il lui reste moins d'1 an et demi à faire. Et le juge a considéré, je respecte en tant que ministre de la Justice et en tant que citoyen la décision évidemment du magistrat, qui devait avoir le retour dans sa famille et le retour dans une vie professionnelle possible puisqu'il est à 1 an et demi de la sortie de peine. Dont acte, nous allons mettre fin au fait que des personnes détenues dans les prisons de haute sécurité qui sont à moins d'1 an de leur sortie de prison y soient, parce que ça sert évidemment à rien qu'ils puissent faire un aller-retour dans leur famille. Par ailleurs, il y a une disposition qui est en ce moment discutée au Parlement pour que les détenus qui sont sous OQTF puissent évidemment être expulsés et ne pas pouvoir avoir de réinsertion dans la société française. Ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Je constate d'ailleurs que nous avons augmenté, depuis mon arrivée au ministère de la Justice, plus de 35% les expulsions d'étrangers qui sont dans nos prisons et il y a encore beaucoup à faire. Donc oui, évidemment, cette décision, elle vient contrecarrer le travail que nous faisons dans les prisons de haute sécurité. Donc on va en tirer des conséquences quand on est à quelques mois de sa libération. Ça, c'est une décision qui a été rendue par le juge en toute indépendance. Nous allons éviter de mettre des détenus en fin de peine dans ces prisons. Mais vous savez, 90% des détenus dans les prisons de haute sécurité, ils sont prévenus. C'est-à-dire qu'ils sont normalement dans des maisons d'arrêt. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore connu leur condamnation. Et ça, c'est très important de le savoir. 90% des personnes sont en attente de leur condamnation. C'est-à-dire que sans doute, ils auront des condamnations, sauf ceux qui seront acquittés, bien sûr, de 10, de 15, de 20 ans, de 30 ans de perpétuité. Et donc, l'immense majorité de ces détenus seront très longtemps dans ces prisons de haute sécurité. De haute sécurité, et puis bien sûr la coopération judiciaire, notamment avec l'Algérie que vous mentionniez en début d'interview, puisque on l'a appris récemment, 2 gros poissons du narcotrafic ont été interpellés. J'imagine que pour vous c'est le signe qu'il y a enfin une reprise de la coopération judiciaire. Il faut rappeler qu'on était vraiment à une coopération totalement néante pendant plusieurs mois avec Alger.
C'est la preuve que la diplomatie fonctionne, et le fait que lorsque nous parlons sincèrement avec nos amis et nos alliés et nos voisins, et parfois les gens et les pays avec lesquels on a des grandes difficultés et parfois des oppositions très vives, nous y arrivons. C'était le cas aux Émirats Arabes Unis. On a réussi, comme je vous l'ai dit, à reprendre des extraditions, plus d'une vingtaine d'extraditions sur le territoire national. Et maintenant, nous arrivons même à faire des saisies et des confiscations aux Émirats, des appartements saisis désormais du narcotrafic à Dubaï, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire des relations entre la France et les Émirats. Et je remercie beaucoup les Émiratis. C'est vrai aussi du Maroc, qui nous a beaucoup aidés, alors que la coopération était arrêtée depuis très longtemps. Une coopération judiciaire qui nous a permis notamment d'arrêter les auteurs présumés de la tuerie d'Inkerville lors de l'évasion de M. Amra. Et le Maroc qui nous a aidé également à arrêter Félix Bengui, le patron du clan Yoda, comme vous le savez. Et maintenant, en effet, l'Algérie, à la demande du président de la République, je me suis rendu en Algérie pour une coopération judiciaire dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre le narcotrafic, avec une délégation de magistrats. J'ai reçu aussi secrètement, si j'ose dire, de très nombreux magistrats algériens à Paris, voilà quelques semaines et quelques jours encore. Et nous sommes très heureux de ces 2 interpellations, puisqu'on avait signalé ces personnes. Et non seulement elles ont été interpellées, mais vous avez vu, elles ont été mises en détention provisoire, c'est-à-dire en prison en Algérie, parce que d'habitude elles sont sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'elles sont sous main de justice, mais elles peuvent se balader dans la rue et continuer à communiquer. Et donc effectivement, c'est une bonne nouvelle. Il y a encore beaucoup à faire avec l'Algérie, avec le Maroc, avec les Émirats, et j'y travaille personnellement et quotidiennement.